Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, rebonjour pour vous qui nous suivez depuis ce matin pour cette deuxième masterclass en direct depuis ici le cours numéro 4. On est au pied du cours central ici au stade Roland-Garros. Et on va aborder dans cette deuxième masterclass avec M2I une thématique qui est très concrète pour beaucoup d'entre vous qui nous regardez ou qui êtes même présents dans le public. Il s'agit donc de la recherche d'emploi. Et donc pour m'accompagner, on a Gloria Mananji qui est chargée de recrutement, référente handicap. Bonjour Gloria. Et juste à côté de vous se tient Bénédicte Guillot, chargée de relations entreprises. Bonjour. Alors on va donc aborder avec vous cette thématique de la recherche d'emploi. Alors on va commencer donc avec cette question. Quand on est jeune, quand on n'a pas forcément beaucoup d'expérience, c'est jamais vraiment évident de trouver un premier job. Quel est déjà le premier constat que vous pouvez faire pour ces jeunes qui sont en difficulté pour trouver un premier job? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc c'est vrai qu'on passe toujours par cette étape-là et c'est pas forcément évident. Donc le premier conseil que je pourrais donner, notamment sur le CV, ça va être de le personnaliser. Premièrement, lorsqu'on postule sur un poste, il faut faire en sorte que l'intitulé du CV puisse matcher avec justement l'intitulé du poste. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être notamment sur le CV, la relecture. Souvent, quand on tape des textes ou on rédige, il est important de se faire relire pour éviter les fautes d'orthographe. Le deuxième point que je pourrais aborder. Le troisième point, c'est l'utilisation des outils, des termes techniques qui sont important justement d'aborder. Je vais prendre l'exemple justement d'un vendeur va conseiller les clients, il va peut-être faire aussi de l'encaissement. Donc tous ces termes-là devront apparaître justement dans le CV. Alors comment vous accompagnez justement ces jeunes chez M2I Formation pour pouvoir rendre leur CV un petit peu unique? On prend vraiment le temps du moins à en savoir un petit peu plus sur le candidat, son parcours professionnel, ce qu'il a fait, parce qu'on commence toujours de zéro. Donc on prend le temps justement de savoir quels sont vos objectifs. Donc on va aborder toutes les thématiques, que ce soit sur la partie formation, la partie expérience professionnelle. Concernant le CV, on a aussi l'une des problématiques quand on est jeune, c'est la peur de ne pas savoir comment remplir son CV et de se retrouver avec un CV avec juste 3 lignes dessus. Qu'est-ce qu'on fait justement quand on a 18 ans, 19 ans, qu'on n'a pas forcément de stage, on a juste le bac? Comment on fait pour remplir son CV? Alors, au-delà justement des compétences qu'on va pouvoir acquérir dans le cadre d'une expérience professionnelle, vous avez les compétences que vous allez pouvoir acquérir dans votre formation, donc les compétences théoriques. Il y a également l'auto-formation qui est essentielle aussi. Je vais prendre l'exemple justement de techniciens informatiques qui souhaitent justement évoluer dans ce domaine-là, mais qui n'a pas encore d'expérience. Donc le fait de s'auto-former, regarder des tutos, ça peut être également un moyen d'acquérir de l'expérience, donc de l'auto-formation, et de le mentionner sur le CV. Il y a aussi le savoir-être, notamment que vous pouvez mettre en avant, votre posture professionnelle et toutes les qualités personnelles que vous pourrez également apporter. Alors Bénédicte, peut-être pour au niveau des entreprises, quelles peuvent être les erreurs récurrentes qu'on trouve dans un CV, ce qui peut bloquer même quasiment une candidature et la faire sortir de la course d'une certaine manière? Alors déjà, comme l'a dit Gloria, ce qui est très très important lorsqu'on candidate, c'est que sur l'intitulé du CV, on retrouve l'intitulé du poste recherché. Ça, c'est très important. Si on recherche une alternance, il faudrait le mentionner. Quand on recherche un stage, il faut le mentionner. Et également, éventuellement, le rythme de l'alternance qui est très important. Les fautes d'orthographe qui sont à éviter, c'est de ne pas mentionner, matcher l'intitulé du CV avec le poste recherché. Et aussi de ne pas énumérer tout ce qui est compétences que l'on a déjà acquises. Comment on adapte son CV quand on hésite un petit peu sur le poste sur lequel on veut postuler? Par exemple, je ne sais pas, j'ai envie travailler dans les RH, mais je suis peut-être aussi ouvert à travailler dans la comptabilité. Est-ce que j'envoie le même CV pour les deux postes ou est-ce que je dois adapter mon CV en fonction du poste auquel je candidate?
Alors souvent, ce qui est demandé, c'est d'adapter son CV. Donc on peut avoir plusieurs compétences. Nous, après, on ne fait pas vraiment de bilan de compétences, mais c'est également ce qu'on pourrait faire quand on fait des coachings ou des points individuels avec des candidats. Et du coup, on peut identifier le type de poste qu'une personne pourrait occuper et avoir des CV qui sont vraiment bien distincts, voilà, par rapport à ce qu'on recherche. On peut mettre en avant certaines compétences pour un poste bien déterminé sortir d'autres compétences sur un autre poste. Ça, c'est ce qui est demandé. Alors en termes de CV, il y en a un petit peu pour tous les goûts. On a des CV qui sont parfois très classiques, presque un petit peu vieux, on va dire. Et puis on a des CV qui sont vraiment presque des photos, des œuvres d'art, tellement c'est travaillé. Pour vous, quel est votre conseil pour ressortir un CV? Est-ce qu'il faut forcément passer par des sites comme Canva, par exemple, pour pouvoir avoir quelque chose, un template qui soit joli? Ou est-ce qu'un CV classique, au final, ça peut passer quand c'est sur un poste commercial, par exemple? Alors, le fait de personnaliser le CV, c'est vraiment indispensable. Au-delà du fond, des compétences que vous allez pouvoir mettre en avant, la forme est aussi très importante et c'est souvent un élément qui est bâclé. Alors, je ne dis pas que ça va faire toute la différence, mais tous les détails comptent, le moindre détail compte. Donc, effectivement, nous, on utilise Canva, mais il existe d'autres sites comme vous avez Hello CV, CV Design, Adobe et j'en passe. Donc, il faut tout simplement prendre le temps de voir quel est le site qui pourrait correspondre et ne pas se limiter, parce que souvent, on a des templates, donc des modèles déjà tout construits. Il ne faut pas se limiter, notamment sur l'architecture des différents CV qu'on peut rencontrer. Donc, privilégier les CV personnalisés. Si vous voulez faire preuve d'originalité, pourquoi pas, mais pas trop non plus pour ne pas agresser l'œil du recruteur. Donc voilà, vous avez ces outils-là qui sont disponibles et pour la plupart, ils sont gratuits. Alors justement, c'est quoi les red flags qu'on peut avoir? Parfois, on peut se dire, bon, les couleurs, est-ce qu'il y a une couleur à éviter dans le CV ou est-ce qu'on peut avoir tout l'arc-en-ciel dans son CV? Alors, moi, je dirais que toutes les couleurs sont possibles. Après, il faut tempérer, il faut ajuster. Un exemple concret, pour pouvoir le personnaliser, vous pouvez tout simplement vous adapter à la charte graphique de l'entreprise. Donc, ça peut être les couleurs, la typographie. Mais effectivement, évitez d'être trop original, des couleurs trop flashy, parce que tout simplement, déjà, quand on imprime le CV, ça peut être illisible. Donc, veillez à ce qu'il soit clair, lisible, pour faciliter la lecture, justement, du recruteur. Alors, Bénédicte, quand on a des trous dans son CV, ça peut arriver parfois. On se retrouve à avoir, par exemple, abandonné une année sans avoir le diplôme au bout. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça soit quelque chose qui ressorte trop dans le CV et qu'on se retrouve confronté à la question, vous avez fait quoi pendant telle ou telle année? Justement, quand on a un trou dans son CV, il faudrait mettre en avant et valoriser l'auto-formation, ce qui est très important. Nous, chez nous, on a plutôt des profils IT, donc les développeurs, on leur demande énormément de travailler, de faire un portfolio, de créer des sites Internet, de demander autour de soi s'il n'y a pas des gens qui ont des besoins de pouvoir travailler dessus. Donc l'auto-formation est très, très importante. Et il y a aussi le fait d'éviter justement de mentir, parce qu'il y en a qui essaient de gonfler, de vouloir mentir, de mettre en avant certaines choses qu'on n'a pas faites. Donc, c'est ce qui est à éviter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, un entretien? Concrètement, moi, je cherche un stage, je cherche une alternance. Le recruteur m'a dit, votre profil m'intéresse, venez me voir. Comment ça va se passer, en règle générale? Oui. Alors, en règle générale, alors un entretien est structuré. Après, ça va dépendre d'un recruteur à un autre. Mais souvent, il y a ce fameux pitch de présentation, parce que lorsqu'on se présente devant une entreprise, alors le recruteur va soit d'abord présenter l'émission, l'entreprise, etc. et ensuite vous demander de vous présenter. Alors ce pitch de présentation est très très important, on reviendra là-dessus peut-être plus tard, parce qu'au fait, ça vous permet à vous de parler de vous, de votre parcours, des compétences à mettre en avant qui sont bien évidemment en lien avec le poste pour lequel vous avez candidaté.
Il y a cette partie où il va y avoir des questions-réponses sur les compétences que vous avez, vos expériences professionnelles. Il y a aussi une partie qui est liée aux missions, parce qu'au fait, l'entreprise veut s'assurer que vous êtes la bonne personne pour ce poste. Et enfin, il y a aussi la partie où on vous demande à vous de poser des questions. C'est important de poser des questions parce que ça permet à l'entreprise de se dire qu'il y a un intérêt derrière, que vous vous projetez au sein de cette entreprise et éventuellement de ses équipes. Alors, on va commencer donc par cette première phase qui est souvent la question redoutée. Oui. C'est pouvez-vous vous présenter ou parlez-moi de vous? Mhm. Qu'est-ce qu'on répond à ce type de questions? Est-ce qu'on refait rapidement son CV? On fait un résumé? Moi, j'ai 18 ans, j'ai fait un bac, telle spécialité, je cherche un stage? Ou est-ce qu'on essaie de reformuler peut-être ce qu'attend l'entreprise pour montrer qu'on a compris? Enfin, quelle est vraiment, est-ce qu'il y a une méthode déjà pour bien répondre à cette question? Une méthode que l'on appelle un pitch elevator, il y a des gens qui en ont déjà peut-être entendu parler, c'est en 3 minutes. Vraiment, on dit qu'un pitch percutant dure 3 minutes. Pourquoi 3 minutes? C'est le temps essentiel au fait pour se présenter rapidement, présenter son parcours professionnel, ses formations, de parler de ses compétences, les mettre en avant, de parler de son projet professionnel, ce que l'on veut devenir dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce qu'on se voit et pourquoi on est là. Moi, je conseille toujours à nos candidats de dire à la fin, aujourd'hui, je suis là devant vous parce que je recherche une alternance afin de valider mon titre professionnel, je sais pas, manager cybersécurité, et voilà. Et on a aussi parfois des jeunes qui sont un peu timides parce qu'on arrive, on est parfois dans une grande salle ou avec un grand bureau, avec quelqu'un en costume cravate en face et on ne sait pas trop quoi dire. On a aussi peur un peu de bégayer. Est-ce que vous avez des petites astuces justement pour pouvoir faire face au premier entretien? On a eu des personnes dans le public qui n'ont jamais encore fait l'entretien. Est-ce qu'il y a des petits tips comme ça pour pouvoir faire face et être à l'aise? Bien sûr. Alors déjà, moi, ce que je demande aux candidats, c'est d'avoir un ancrage au sol. Le fait de poser ses 2 jambes sur le sol, ça permet de réduire un petit peu son stress. C'est très important. Parce que si on n'a pas ses 2 pieds sur le sol, on pourra avoir tendance à bouger et ça déstabilise un petit peu la personne en soi. Parce qu'en fait, quand on est jeune et qu'on recherche un emploi ou un stage pour la première fois, le challenge, c'est vraiment de convaincre la personne qu'on est une personne de confiance. On peut vous faire confiance pour ce poste et déjà le fait de se poser, de se tenir bien, ça permet à vous de vous tenir bien droit et de ne pas bouger tout le temps. Également, pour pas trop bouger, il faudrait peut-être tenir un stylo. Ça permet, au lieu de bouger votre main ou vous avez la main qui tremble un petit peu, le fait d'avoir un stylo avec soi, ça permet aussi de pouvoir un petit peu se canaliser. Et ne pas hésiter à regarder les personnes et de se dire c'est qu'un entretien. Vraiment, oui, c'est qu'un entretien, c'est pas fatal. L'issue peut être qu'on vous retienne ou pas, mais vraiment, c'est une conversation parce qu'en fait, il y a un intérêt pour l'entreprise parce qu'elle recherche quelqu'un pour le poste. Il y a aussi un intérêt pour vous. C'est qu'une simple conversation et de faire en sorte d'enlever, d'ôter un petit peu ce stress et cette pression qu'on peut ressentir lorsqu'on fait sa présentation ou son entretien. Alors Gloria, vous êtes référente handicap également. C'est une question aussi qu'on peut poser. On a peut-être des personnes qui nous regardent aussi et qui sont confrontées aussi à cet enjeu. Comment on en parle? Parfois, il y a des handicaps qui sont visibles, parfois moins. Comment on amène cette question? Est-ce que c'est à nous de l'amener ou est-ce que c'est aux recruteurs de poser cette question? Juste pour revenir sur une information chiffrée, c'est que 80% des handicaps ne sont pas visibles. Et donc, si peut concerner l'un d'entre vous, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas l'obligation justement d'en parler, parce que ça peut rester confidentiel. Après, nous, on part du principe que le fait d'en parler va vous permettre justement d'être accompagné et que l'entreprise, que ce soit l'entreprise ou le centre de formation, mette en tout cas tous les dispositifs en place pour faire en sorte que vous soyez dans les meilleures conditions possibles. Après, au niveau de la recherche et de l'accompagnement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise justement des points de rencontre, des points de suivi. On est également en partenariat avec plusieurs organismes qui sont spécialisés dans la recherche d'emploi auprès des personnes en situation de handicap. Mais en termes d'accompagnement, on prend tout ce qui a été cité par Bénédicte. Alors, il y a un enjeu qui est important. Souvent, quand on cherche un job, on dit que c'est mieux d'avoir un réseau professionnel.
Alors, est-ce que vraiment c'est le cas? Est-ce que c'est déterminant de se construire un réseau? Est-ce que ça peut vraiment nous aider? Et comment faire quand on connaît personne qui peut, entre guillemets, nous pistonner pour trouver un premier stage ou un premier job? Alors effectivement, le réseau, c'est indispensable. Et donc ça commence, il faut commencer déjà le plus tôt possible, que vous ayez de l'expérience ou pas de l'expérience. Le réseau professionnel, ça peut être votre entourage, votre famille, vos amis, vos anciens responsables, vos collègues. Il existe justement plusieurs réseaux sociaux professionnels, dont le premier, LinkedIn, qui est indispensable dans le cadre justement de sa recherche d'emploi. Donc, au travers de justement l'environnement dans lequel vous évoluez, LinkedIn va vraiment être le moyen, je pense, pour déjà avoir un premier pied dans le marché professionnel. Donc ça va être mettre à jour son profil, ça va être créer justement des postes, la création de contenu de postes, ne pas hésiter justement à solliciter des professionnels du métier pour obtenir des conseils, mener des enquêtes métiers. Voilà, vous souhaitez vous renseigner sur tel ou tel métier, ne pas hésiter à les ajouter en formulant un petit message, bien évidemment, d'introduction pour en savoir plus pour le métier. Et si vous recherchez un stage, une alternance, voilà, pourquoi ne pas en profiter pour en parler et notamment vous rendre disponible pour une éventuelle rencontre. Bénédicte, vous souhaitez ajouter un élément? Alors, ce que j'allais dire, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître des gens pour se créer un projet professionnel. On peut partir de zéro. C'est pour ça d'ailleurs qu'il existe LinkedIn. Alors, moi je conseille aux jeunes professionnels, en tout cas ceux qui recherchent pour la première fois, c'est d'abord se dire qu'est-ce que je recherche? Est-ce que je recherche un poste de développeur web? Est-ce que c'est plutôt je veux m'orienter vers la communication, le marketing, etc. Je vais faire une recherche sur LinkedIn, je tape ma zone de localisation, le poste, et puis je tape personne et je vais voir toutes les personnes qui travaillent dans ce métier-là. C'est par là qu'il faudrait commencer. Parce que justement, quand on va rechercher un stage ou une alternance, c'est ces personnes-là qui vont vous recruter. C'est des professionnels qui vont avoir besoin d'être accompagnés par un stagiaire, par une alternante ou par un alternant. Plusieurs caractères qui sont possibles via LinkedIn. Et puis, on dit à la personne pourquoi on l'approche. Vous verrez qu'après que la personne vous ait accepté, vous aurez peut-être la possibilité de lui demander s'il y a moyen d'avoir un rendez-vous. Est-ce que vous recrutez chez vous des alternants, des stagiaires? Est-ce que vous avez des journées portes ouvertes? Est-ce que votre entreprise accueille du public? Et comme ça, vous pourrez bien évidemment approcher de manière plus concrète cette entreprise ou cette personne. Justement, c'est l'étape d'après. Une fois qu'on a ajouté les personnes sur LinkedIn, qu'on s'est connecté, comme on dit, comment aborder la personne sans avoir un peu l'impression de quémander un job c'est jamais vraiment évident. Est-ce que vous avez une petite méthode justement pour pouvoir, une fois qu'on s'est créé un réseau professionnel, pouvoir dire moi je suis à la recherche d'une opportunité, est-ce que tu peux m'aider ou est-ce que tu connais une entreprise qui recrute? L'enquête métier, déjà, on part du postulat où voilà, je veux en savoir plus sur le métier en question. Donc je prépare déjà mes questions, j'essaye de me renseigner aussi en amont. Donc il y a cette première approche-là. Il y a le fait justement d'aller au talent, de rajouter les personnes stratégiques, ça va être les RH, les managers, pour justement déjà premièrement les aborder et faire en sorte de créer premièrement un premier contact. Il y a un intérêt également pour l'entreprise, ce qu'il faudrait souligner, c'est qu'une entreprise a besoin d'entretenir un certain vivier de candidats. Il y a aussi cette question de marque employeur qui est très très importante pour les entreprises. C'est qu'une entreprise a besoin que lorsqu'elle a, il y a un intérêt pour que il y a un intérêt au fait pour une entreprise du fait qu'il y ait au fait l'idée de l'entreprise dans la tête d'un candidat. Donc un candidat qui va venir frapper à la porte d'un recruteur, un RH ou un professionnel, généralement ils vous diront jamais non, ils vont pas vous fermer la porte derrière. C'est intérêt également pour l'entreprise, donc il ne faudrait pas hésiter à faire le premier pas, parce que dans tous les cas, en tout cas majoritairement, il ne dit jamais non. C'est un petit peu comme dans les applis de rencontre, il y a toujours passer du virtuel au réel. Comment on fait pour justement proposer un rendez-vous physique pour se voir, pour échanger sur un job? Alors, il y a deux cas. Vous avez déjà rajouté ces
personne à votre réseau ou cette personne vous a rajouté à son réseau. Donc ça, c'est plus simple parce que sur LinkedIn, vous aurez la possibilité d'envoyer un message. Donc vous pourrez directement écrire à la personne, lui expliquer pourquoi vous lui écrivez. Donc par exemple, là, je vais être à la recherche d'un stage à partir de janvier 2024. Est-ce qu'au sein de votre entreprise, vous avez des demandes de tel type de profil? Est-ce que il serait possible, par exemple, de mettre en lien avec le service qui gère cette partie-là, parce que dans des grandes entreprises, est vraiment bien défini, bien séparé. C'est pas grave. Vous pouvez juste avoir une porte d'entrée et pouvoir, par après, avoir le bon interlocuteur. Donc ça, c'est possible. Alors, il y a aussi l'aspect de se différencier, puisque parfois on a à peu près tous le même profil. On a 18, 19 ans, qu'on a à peu près tous dans la même formation, et qu'on cherche quasiment tous au même moment une alternance. Comment on arrive à se différencier sur LinkedIn? On voit certains qui ont des certifications, qui passent des formations. Est-ce que vous avez des astuces là aussi sur cet aspect? Oui. Là, on parle des certifications. Après, lorsqu'on est vraiment au tout début de sa recherche, on est jeune, il faudrait vraiment pas hésiter. Moi, ce que je conseille, c'est de détailler au maximum son profil. Faut pas hésiter à mettre en avant les projets qu'on a eu à faire, dans lesquels on a eu à travailler, même si c'est des projets de groupe, les mettre en avant, les certifications, et demander aussi des recommandations de votre professeur, de votre ancien tuteur de stage, par exemple. Ça, c'est important parce que ça permet à ce que votre profil soit bien remonté en avant, parce qu'il faudrait pas se tromper. Lorsqu'on postule, lorsqu'on candidate, directement un recruteur va aller taper votre nom sur LinkedIn pour voir ce qui ressort. Juste pour rajouter notamment un dernier point, c'est le fait justement en fait, LinkedIn, vous avez la possibilité de passer des certifications et ces certifications, lorsqu'elles sont validées, elles sont valorisées sur votre profil et donc votre cercle le voit. Donc ça peut être aussi un moyen de rester actif et de vous différencier. Alors parfois trouver un job, c'est presque un job à temps plein, presque, hein, avec les CV à faire, à envoyer, les entretiens de recrutement à passer. Vous, au niveau du groupe M2I, vous accompagnez des candidats, notamment dans le domaine du digital ou de l'IT. Comment vous préparez vos candidats à pouvoir optimiser leur temps et à être efficaces quand il faut passer un entretien, par exemple? Alors, il y a plusieurs étapes justement dans le cadre de notre accompagnement. Donc, il y a la partie CV, il y a la partie liée à la préparation du pitch, de l'entretien. Donc, en fait, on va différencier les différentes étapes dans le cadre du process de la recherche d'entreprise pour proposer des coachings assez intensifs avec des simulations notamment d'entretien en temps réel. On a également l'occasion d'organiser des job dating. Donc là aussi, c'est également un entraînement pour vous permettre de vous familiariser avec cet exercice qui est pour le coup énergivore. Ça demande justement de la concentration. Et donc, on utilise justement ces différents coachings pour mener à bien et faire en sorte que vous soyez le plus à l'aise possible par la suite. Bénédicte, est-ce qu'il existe des outils justement pour pas perdre le fil quand on candidate un petit peu partout? C'est vrai que maintenant, on a des plateformes comme Indeed où on peut envoyer très rapidement une candidature. Est-ce que vous avez des outils qui permettent d'avoir un suivi et de se dire, tiens, j'ai déjà candidaté là, il y a 6 mois, on ne m'a pas pris, je ne vais peut-être pas recandidater tout de suite, par exemple? Alors, au groupe M2I, notamment sur le pôle alternance, donc 2i Academy, on a un outil qui s'appelle MentorGoal, qui est vraiment une pépite, parce qu'on a signé un partenariat avec MentorGoal. C'est un career center qui est très détaillé parce que ça permet aux candidats aussi de s'organiser, mieux organiser leurs recherches, parce que le fait d'avoir 20 job boards et de postuler un petit peu partout, on peut se perdre. Des fois, on est contacté par un recruteur, on ne sait pas quand est-ce qu'on avait postulé, c'était quoi l'intitulé du poste et les missions, ce qui était attendu, etc. Et le fait de regrouper au même endroit toutes ces candidatures, c'est très, très important pour s'organiser. Alors, nous, on a un outil qui s'appelle MentorGoal, mais il y a également des fichiers Excel que vous pouvez créer. Donc, vous avez un tableau. Lorsque vous candidatez, on sait que ça peut demander un petit peu de travail, mais au fait, ça vous permettra après de mieux vous organiser. Vous verrez que vous n'allez pas vous perdre et vous pourrez éventuellement noter quand vous avez eu un entretien, est-ce que c'est un premier entretien, et notamment les relances. On va vraiment mettre un point dessus parce qu'une relance, c'est très, très important, même aussi important que le fait de... Parce qu'il y a des candidats qui ont déjà été pris juste pour avoir relancé.
C'est facile de dire et de mettre sur son CV qu'on est motivé, mais lorsque l'on relance, c'est au fait une manière indirecte de dire qu'on est motivé et intéressé à rejoindre une entreprise. Alors, c'est quoi le bon temps pour relancer? Faut attendre combien de temps? C'est une semaine, 3 jours, 15 jours? Et à partir de ce moment, il faut peut-être lâcher la tout simplement parce que le recruteur n'a pas envie de notre candidature. Alors, lorsqu'on postule pendant une campagne, alors ça va démarrer peut-être à partir du mois de mai, si on recherche une alternance ou un stage, jusqu'au mois de juillet. Lorsqu'on candidate pendant cette période-là, il faudrait laisser au moins une semaine de retour. Si on n'a pas de retour au bout d'une semaine, on peut relancer. Là, il n'y a pas de souci. Après, on peut attendre 2 semaines, il n'y a pas de souci non plus. Vous pouvez faire une relance téléphonique si c'est une start-up. Alors, généralement, quand c'est une grande entreprise, vous aurez du mal à avoir un bon interlocuteur. Moi, je vous conseillerais plutôt d'aller vers LinkedIn. Si vous avez candidaté il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, alors vous allez sur LinkedIn, vous voyez bien le site. Si c'était un site parisien, vous allez rechercher recruteur et taper le nom de l'entreprise. Vous allez pouvoir envoyer un mail en disant « Ah, bonjour, j'avais candidaté à cette offre. Voilà, je voulais juste m'assurer que vous avez bien reçu ma candidature et je voulais aussi vous confirmer mon intérêt. » Mais dites-vous que ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Et après, lorsque vous allez postuler ou candidater ou vous voudrez relancer une petite entreprise, une start-up, etc., donc n'hésitez pas à aller sur Google. Le numéro de téléphone, vous allez demander à avoir un interlocuteur de l'équipe RH et après, directement, vous pourrez relancer de manière direct, on va dire. Alors, juste pour compléter, dans la partie relance, mais qui est destinée après l'entretien, déjà, quand vous terminez l'entretien, il ne faut pas hésiter à demander au chargé de recrutement, voilà, quelle est la suite du process, sous combien de délai j'aurai un retour. Donc, à partir de la réponse que vous allez obtenir, si on vous dit 15 jours, 1 semaine, notez-vous-le et prenez justement le temps de relancer, soit par mail ou par téléphone. Mais voilà, faites en sorte à la fin justement de l'entretien, de repartir soit avec le contact, souvent on vous laisse la carte, mais d'avoir justement plus d'éléments pour que vous sachiez comment vous organiser et à quel moment relancer. Donc si je comprends bien, Gloria, il faudrait presque avoir un petit Excel où on note à partir de quand il faudrait relancer telle ou telle candidature. Exactement, Excel, ça peut être un Word. Vous avez même plusieurs exemples sur Google, sur Internet. Donc, pour quelle entreprise je postule? Est-ce qu'il y a le contact de l'interlocuteur, la date à laquelle je postule et voilà, quelle date je vais me fixer déjà ma première relance? Dans le domaine du digital et de l'IT, il y a beaucoup de concurrence. Les profils se concurrencent les uns aux autres. Comment, en passant par vous, par exemple, au niveau de M2I, comment on peut mettre en avant son profil pour pouvoir faire la différence par rapport à d'autres candidats qui ne sont pas accompagnés dans leur processus de recrutement? Alors, ça va être justement au-delà de toute la phase de préparation dans le cadre de la recherche, ça va être également tout l'accompagnement et la formation qui va être apportée, les compétences que vous allez pouvoir acquérir, en tout cas que les étudiants au sein du groupe M2I acquièrent justement. Ça va être également toute la partie LinkedIn Learning parce qu'on propose en plus de la formation un accompagnement sur du LinkedIn. On offre également des certifications. Donc tous ces éléments vont justement apporter de la valeur, du poids au CV et ce qui va leur permettre de se différencier des autres candidats. Bénédicte, quelle est la valeur ajoutée justement de vos coachs quand ils accompagnent un candidat dans un processus de recrutement? Au-delà de ça, il y a aussi cette partie de coaching quand même qui est très très importante. Les simulations d'entretien et puis il y a un accompagnement vraiment qui est très personnalisé. Mais également, il y a le fait que comme on a quand même énormément d'entreprises partenaires, soit au sein de nos locaux, soit lors des événements, on loue des espaces aussi de temps en temps pour organiser des événements entreprises et ça permet justement à un candidat de pouvoir se démarquer. On approche de la fin de cette masterclass. Il faut toujours croire en ses rêves. On est à Roland-Garros, ici au stade Roland-Garros avec le Tête d'Exploit. Est-ce qu'il faut persévérer quand on a envie d'avoir un job, le job qui nous tient à cœur? Est-ce que vous avez un conseil justement à donner au public qui nous regarde et puis également sur YouTube, sur des situations où parfois on a l'impression que c'est le poste qu'on a envie, on en rêve, mais c'est dur, on n'a pas de réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez une astuce dans cette situation?
Alors déjà, pour des personnes qui savent déjà, qui ont déjà décelé le job de leur rêve, donc c'est ce qu'on va leur demander, c'est d'avoir de la pugnacité, mais vraiment de ne rien lâcher. On peut essuyer énormément de refus, faut pas lâcher. Frapper à plusieurs portes. Alors on dit que pour 100 candidatures envoyées, on peut avoir la probabilité d'avoir une réponse positive ou ne serait-ce qu'une réponse. Donc il faudrait pas lâcher du tout. Et pour des personnes qui cherchent encore à trouver le job de leur rêve, moi je leur demanderais dès le début, quand on est jeune, de vraiment questionner ses passions pour pouvoir trouver le job de leur rêve. Parce que quand on travaille, on exerce un métier qui est au fait notre passion, au fait on ne pourra pas lâcher. Ça va nous aider énormément à bien tenir, même si on essuie des refus, on sait que c'est le job de notre rêve et on tient bon. Et Gloria, peut-être l'accompagnement en fait, hein, tout simplement être bien accompagné pour pouvoir aussi mettre toutes les chances de son côté. C'est le cas aussi à M2I. Il faut y croire. On est tous passés par là, nous les pros. Que ce soit dans le cadre de la recherche d'un stage, d'une alternance ou d'un CDI, on sait que vraiment que ce sont, voilà, vous le disiez tout à l'heure, un emploi en soi, c'est énergivore, ça demande beaucoup d'énergie. Ce sont des étapes qui ne sont pas forcément évidentes pour tous. Donc il faut y croire. Il faut se dire que même si ça prend du temps, l'objectif c'est d'y arriver et c'est la finalité qui compte. Et ce n'est pas le nombre de candidatures refusées qu'on va retenir, mais c'est le fait que vous avez pu atteindre votre objectif. Bénédicte, est-ce que le perfectionniste, c'est peut-être un peu un red flag dans cette réponse peut-être un peu trop facile quand on demande un défaut? C'est ça, en effet. Alors, ce qu'on demande aux candidats, c'est vraiment... alors, la règle pour bien préparer en amont ses qualités et ses défauts, surtout ses défauts, parce que on a du mal à trouver ses défauts, c'est de se dire que, au fait, le recruteur va... Au fait, je donne l'info que je veux que le recruteur capte. Je dis ce que je veux que le recruteur comprenne. Et c'est important et il faut surtout éviter de donner des défauts qui sont en désaccord avec le métier, etc. Alors nous, on est plus dans l'IT, un candidat qui va dire, j'ai déjà eu le cas, hein, bien évidemment, lors d'un entretien, un job dating qui dit qu'au fait, la personne avait du mal à prendre du premier coup. Quand on est dans l'IT et qu'on est dans le speed, tout le temps, on doit respecter le deadline, etc. Ça, c'est un défaut qu'il faudrait surtout pas, mais vraiment pas avouer. C'est peut-être possible que vous avez ce défaut, mais il faudrait plutôt avouer des défauts qui pourront, on va dire, passer, qui sont pas en désaccord avec le métier. Et aussi sur des qualités, il ne faudrait pas hésiter à donner des exemples, parce que c'est très important. On peut dire, oui, je suis motivé, oui, je suis ça. Il faudrait essentiellement donner des exemples concrets. Par exemple, dire que je suis curieux ou parce que, au fait, j'ai eu à travailler pendant mes études, j'ai fait un travail de groupe et je m'occupais notamment de telle partie pour pouvoir faire valider du coup cette qualité-là auprès du recruteur. Sinon, ça serait que du vent. Alors, il y a une technique qui peut être aussi très efficace parce que souvent, s'auto-analyser soi-même, c'est un peu compliqué. Vous demandez tout simplement à vos amis, à votre famille, de ce qu'ils pensent de vous, quelles sont vos qualités, quels sont vos axes d'amélioration. Donc ça peut être également un moyen efficace. Et dernier point aussi que je voulais souligner, c'est ne pas mentir. Souvent, en entretien, je peux avoir des cas, on me dit, voilà, je suis dynamique. Mais si tout ne suit pas, forcément, on sent que le dynamisme n'y est pas. Donc, vraiment, veillez à prendre le temps de prendre des qualités et des axes d'amélioration qui sont les vôtres. Voilà, et ne pas les prendre pour faire plaisir aux recruteurs parce que ça se voit. Et merci pour toutes ces astuces, Bénédicte et Gloria. Gloria Memenji, donc chargée de recrutement, référente handicap, et Bénédicte Guillot, chargée de relations entreprises pour M2I, présent d'ailleurs avec un stand au sein du Salon Your Future. N'hésitez pas, cher public, si vous souhaitez aller poser vos questions directement aux personnes de M2I, donc dans le stand présent aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivis sur YouTube pour cette masterclass. On se donne rendez-vous dans quelques instants pour la 3e masterclass de cette matinée, ici depuis le stade Roland-Garros.